Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous allons continuer l'exploration Python et aujourd'hui nous allons parler plus spécifiquement des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères, c'est tout simplement des ensembles de caractères mis bout à bout qui nous permettent justement d'exprimer des phrases, des désignations ou toutes sortes de choses. Alors nous allons voir au travers de cette exploration des chaînes de caractères que ce n'est pas aussi facile de manipuler des caractères avec un ordinateur. L'ordinateur ne connaissant que les chiffres, les nombres entiers, eh bien il va devoir faire appel à des subterfuges pour justement pouvoir manipuler des caractères. Nous allons essayer de comprendre un petit peu comment est formée une chaîne de caractères et nous allons voir que Python a quelques différentes façons de voir les chaînes de caractères par rapport à d'autres langages de programmation comme par exemple le C. Comme dans les langages évolués du style C++ ou Java, eh bien Python utilise un objet qui s'appelle chaîne de caractères qui a ses propres méthodes et ses propres opérateurs, ce qui va rendre l'utilisation des chaînes de caractères très flexible et on va avoir énormément de méthodes déjà de base. Les chaînes de caractères peuvent rendre aussi l'affichage beaucoup plus flexible. En effet, l'objet string va s'accompagner de nombreuses fonctions de formatage qui vont permettre de mettre une donnée exactement sous le format voulu, tout en gardant en arrière-fond la valeur utile pour les calculs. Enfin, nous allons voir quelques petits procédés pour utiliser au maximum les chaînes de caractères, comme la fonction eval, qui va nous permettre d'évaluer une chaîne de caractères comme si elle contenait en fait une instruction Python valide. Tout au long de l'explication, nous allons utiliser un Jupyter Notebook que vous allez retrouver dans la description de la vidéo. Vous pouvez le télécharger et donc récupérer en même temps les différents exemples et faire les exemples en même temps que moi. Comme ça permettra de mettre aussi un petit peu de pratique dans cette vidéo, de la rendre un petit peu plus interactive. Donc voilà, nous allons explorer les chaînes de caractères pas à pas et voir un petit peu quelles sont les fonctions que l'on peut mettre en place et utiliser avec l'objet string. Alors les chaînes de caractères. Alors si vous venez d'un autre langage de programmation, comme par exemple le C, vous savez qu'une chaîne de caractères n'est tout simplement qu'un tableau de caractères. Si vous venez d'un langage orienté objet, comme par exemple le C++ ou le Java, vous savez que la plupart du temps, les chaînes de caractères sont symbolisées par un objet qui est défini dans le langage lui-même, un objet string. En Python, on va plutôt se rapprocher un petit peu du C++ et du Java, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser un tableau de caractères, on va utiliser vraiment un objet string qui va avoir ses fonctions propres et son utilisation propre. On va voir que cela va nous permettre d'utiliser des fonctions prédéfinies directement sur le type string. Alors en Python, il n'y a pas de différence non plus entre un caractère et une chaîne de caractères. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que vous avez des langages comme le C ou le C++, où un caractère en fait est entouré d'apostrophes, alors qu'une chaîne de caractères est entourée de guillemets. Et c'est ce qui permet de faire la différence entre un seul caractère, par exemple en C on dit que c'est une variable de type char, et une chaîne de caractères qui serait du type char étoile ou alors char tableau. Donc là, il n'y a pas cette distinction en Python. Que vous utilisiez l'apostrophe ou le guillemet, vous allez pouvoir définir une chaîne de caractères. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités pour définir une chaîne. Vous avez la chaîne de caractères avec double cote, avec simple cote. Les deux vont être interprétés comme des chaînes de caractères. On peut utiliser l'un ou l'autre. Un petit truc à savoir, c'est que si jamais vous avez une chaîne de caractères qui contient une apostrophe, c'est intéressant en fait de l'entourer de guillemets, ça va vous permettre en fait de considérer l'apostrophe comme n'importe quel autre caractère. Ok. Donc voilà un petit peu les subtilités que l'on peut avoir. On a naturellement aussi les caractères de protection. Alors je vous propose de voir un petit exemple, de définir nos premières chaînes de caractères. Alors pour cela, je vais de nouveau m'appuyer sur un Jupyter Notebook que vous pouvez naturellement trouver en description de la vidéo. Vous pouvez trouver la version vide si vous avez envie de travailler avec les exemples avec moi. Et vous avez la version non vide qui contient déjà les exemples résolus. Alors si jamais je veux définir des chaînes de caractères, je peux définir par exemple trois chaînes que je vais appeler C1, C2 et C3. Et ces trois chaînes, eh bien tout simplement, je vais leur donner des valeurs. Alors vous voyez que si je donne une chaîne ici, eh bien j'ai la possibilité de la remplir entre des guillemets. Si je mets des apostrophes, eh bien ça fait une chaîne également. Ça marche tout aussi bien. Et si, par exemple, j'ai une chaîne qui contient une apostrophe, par exemple, voilà l'apostrophe, et bien là, en fait, on risque d'avoir un problème en l'entourant
d'apostrophe, tout simplement parce que si je débute ma chaîne avec une apostrophe, ça veut dire qu'elle se termine aussi avec une apostrophe. Et donc ça veut dire que ma chaîne, en fait, elle contient voilà elle. Et en fait, le reste, vous voyez que l'éditeur, en fait, le met en blanc. Ça veut dire qu'il ne sait pas exactement ce que vous voulez faire avec cette fin de chaîne. Il ne comprend pas exactement ce que vous voulez faire. Et donc, tout simplement parce que lui, il considère que la chaîne s'arrête au bout de la première apostrophe. Donc vous avez plusieurs possibilités pour écrire une apostrophe. La solution la plus simple, c'est de mettre tout simplement la chaîne entre guillemets. Ça veut dire que si vous ouvrez des guillemets, eh bien la chaîne va se terminer quand il y aura de nouveau des guillemets. Et donc, l'apostrophe va être considérée comme un caractère comme un autre. Autre possibilité, vous pouvez utiliser ce que l'on appelle le backslash. Et le backslash va avoir un rôle de protection. Là, j'ai mis le backslash devant l'apostrophe. Et le fait de mettre le backslash, ça va tout simplement signifier à l'interpréteur Python, attention, ce n'est pas une apostrophe qu'il faut interpréter en tant que fin de chaîne, c'est une apostrophe qu'il faut interpréter comme n'importe quel caractère et l'afficher. Okay, c'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'afficher aussi une double cote ou ce genre de choses. Alors là, je ne les ai pas écrits, mais si jamais je fais C1, C2, C3, je vais les afficher, hein, voilà, une chaîne, et voilà l'apostrophe, et vous voyez que les doubles cotes sont écrites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à savoir, hein, ce symbole de protection. Ça va nous permettre d'écrire justement tous les caractères qui sont normalement pas imprimables ou qui sont interprétés par le langage. Voilà. Voilà, bah, j'ai un petit peu tout dit pour cette première introduction. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment je peux utiliser les différentes fonctions, les différentes méthodes qui me permettent en fait de manipuler les chaînes de caractères et aller un petit peu plus loin dans ce qu'il est possible de faire. Alors, on va revenir un petit peu sur mon fil conducteur. Voilà. Donc on a vu un petit peu ce côté apostrophe guillemets et comment le protéger. Alors les chaînes de caractères, c'est finalement quelque chose de très simple et qu'on utilise souvent, et on a un peu tendance à oublier en fait toutes les fonctionnalités, toutes les méthodes qui sont liées aux chaînes de caractères. Il y en a énormément. Vous allez retrouver un petit peu des fonctions qui font tout et n'importe quoi, de la gestion de la casse, au formatage, à la transformation, à la concaténation. Bref, on oublie rapidement en fait que la chaîne de caractères est un objet très riche qui a de nombreuses méthodes et de nombreux opérateurs. Et donc le fait que le type string soit redéfini un petit peu comme un objet permet justement d'avoir énormément de fonctions, ce que l'on n'a pas forcément en C. Et donc, tout simplement, si jamais je m'appuie un petit peu sur la documentation de Python et que je cherche ce qui est lié aux chaînes de caractères, eh bien, je vais avoir une doc que je vais mettre ici. Je vais mettre aussi dans la description, hein, le lien directement. Mais en gros, c'est la documentation Python que vous allez retrouver dans python.org. Et j'ai simplement cherché l'objet string. Et vous allez voir que la documentation est bien faite. Elle va vous parler, par exemple, de récupérer Alors tout ce qui est lower et upper, ça va être de la mise en majuscule, de la mise en minuscule. Vous allez pouvoir récupérer les chiffres qui sont contenus dans une chaîne de caractères. Ensuite, vous avez tout un chapitre sur le formatage des chaînes. Par exemple, la valeur que vous avez dans une variable, c'est peut-être pas comme ça que vous voulez l'afficher. Eh bien, on va voir tout à l'heure qu'il y a de nombreuses possibilités en fait pour modifier le formatage d'affichage d'une chaîne de caractères. Bref, vous voyez que là je scroll, il y a énormément de choses que l'on peut faire. Alors je vais naturellement pas vous présenter toutes les fonctionnalités, mais on va en voir quelques-unes. Et je pense que quand vous aurez vu les fonctionnalités de base, vous aurez une idée un petit peu plus précise de ce que l'on peut faire avec une chaîne. Et probablement, même si vous ne savez pas faire quelque chose ou utiliser une méthode, vous allez savoir qu'elle existe, vous allez la rechercher dans la doc, et donc pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc là, ça c'est des choses que l'on va voir, c'est du formatage, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche, pour vous donner un petit peu une vision un petit peu globale de ce que l'on peut faire avec une chaîne de caractères. Ok. Alors l'avantage d'utiliser un objet pour représenter le string, c'est qu'en fait, Python va encore une fois baser son apprentissage sur la simplicité de la syntaxe. C'est pas comme dans un langage C où dès le début vous allez être obligé de comprendre ce qui se passe derrière en mémoire, d'optimiser, de savoir que quand vous déclarez une chaîne de caractères, eh bien, il faut réserver un espace mémoire qui va contenir cette chaîne. Non, Python en fait va tout simplement gérer ça dans un objet et c'est l'objet qui va gérer la mémoire pour vous. Donc vous n'avez pas forcément à comprendre dès le début ce qui est fait ou la relation entre la variable et la mémoire pour pouvoir utiliser une chaîne de caractères.
Et donc ça va être très simple d'utiliser une variable string dès le début. Après, si jamais vous voulez un jour faire votre métier de développeur Python, eh bien vous serez quand même obligé de comprendre ce qui se passe en arrière-fond, de comprendre quelles sont les implications mémoire des différentes zones que vous allouez. Alors, ce qui peut être un petit peu perturbant au départ, c'est que de temps en temps, on va utiliser le même opérateur pour faire des choses complètement différentes. Par exemple, en Python, l'opérateur plus, quand vous le mettez entre deux entiers, eh bien, il va faire la somme. Si je fais 3 plus 5, je vais obtenir 8, la somme. Cependant, en fait, ce même signe plus, dans le cas d'une chaîne de caractères, eh bien, il va avoir une utilisation complètement différente. Il va effectuer en fait ce que l'on appelle une concaténation, c'est-à-dire que les deux chaînes vont se retrouver l'une derrière l'autre. Alors par exemple, si jamais je reprends mon petit exemple, alors j'ai mis une chaîne, alors je vais peut-être mettre aussi une autre chaîne par exemple, voilà. Et imaginons maintenant que je mette en fait C1, la chaîne C1 plus la chaîne C2. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, hein, puisque le plus, on a appris dès l'école primaire, en fait, que le plus c'est une somme arithmétique. Alors là, je fais la somme, et en fait, je m'aperçois que les deux chaînes ont été concaténées, c'est-à-dire qu'elles ont été mises bout à bout. Ok, ça marche. Donc, il faut faire attention, le plus peut avoir plusieurs significations. Alors, comment Python détermine quelle utilisation du plus est demandée? Eh bien, tout simplement, Python va chercher quel est le type de la première opérande, donc le type de C1, et va chercher quel est le type de C2. En cherchant le type de C1 et le type de C2, il va s'apercevoir que C1 et C2 sont des str, donc des strings, mot anglais, qui signifie justement les chaînes de caractères. À partir du moment où un plus est positionné entre deux strings, eh bien Python comprend que l'utilisateur en fait ne veut pas additionner des phrases, ce qui n'aurait aucun sens, mais il veut les concaténer. Et donc on en revient sur cette notion de type qui est très importante. C'est le type qui va déterminer en fait comment l'opération est réalisée. Et on va s'apercevoir qu'on peut avoir des choses qui sont un petit peu plus saugrenues encore. Notamment, on peut avoir des opérations entre chaînes et entiers. Par exemple, on a un opérateur de répétition qui va nous permettre de répéter un caractère ou une chaîne de caractères. Là aussi, en fait, ça peut être assez perturbant, et on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, l'opérateur qui fait ça, tout simplement, c'est le signe que l'on utilise pour la multiplication, donc qui est l'étoile. Alors nous, on est habitué, par exemple, à faire des multiplications du genre 5 fois 3, et on s'attend à avoir le résultat 15. Ok. Là, par exemple, si je fais 5 fois 3, je vais obtenir la valeur 15. Ok. Par contre, ce signe de multiplication, il peut faire quelque chose de très original aussi. Il peut dire, par exemple, je peux mettre un mot, donc une chaîne de caractères, et je peux multiplier cette chaîne de caractères par 3. Et là aussi, c'est une opération qui a l'air complètement insensée, qui n'a aucun sens en fait, et on va voir en fait que Python va juste répéter le mot 3 fois. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, hein, puisque ça permet de répéter un pattern. Si par exemple j'ai besoin à un moment donné d'avoir 50 étoiles qui se suivent, eh bien au lieu de taper 50 fois sur le signe étoile, je vais simplement prendre le caractère étoile, le multiplier par 50, et je vais me retrouver avec une ligne d'étoiles. Voilà. Alors, c'est pas si perturbant que ça, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Eh bien, on a tout simplement dit que si jamais j'ai un opérateur chaîne de caractères à gauche et que j'ai un entier à droite, et que j'ai une multiplication au milieu, alors ça veut dire que l'utilisateur attend qu'on répète la chaîne de caractères. Ça prendra un petit peu plus de sens quand on écrira nos propres objets en Python, mais en fait, on a le droit d'écrire tout ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on a le droit d'écrire n'importe quel opérateur. Voilà. Si demain je crée un objet, par exemple client, et que je veux donner une signification à je prends un client et je lui additionne un autre client, eh bien il faut simplement que j'écrive la fonction d'addition, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends quand j'additionne deux clients. Est-ce que j'additionne le montant des commandes qu'ils ont passées? Est-ce que j'additionne les dettes qu'ils ont contractées au sein de mon entreprise? Bref, ça c'est moi qui suis libre, j'ai le droit de le définir. Alors si un opérande à gauche est une chaîne de caractères et un opérande à droite est un entier, ça ne veut pas forcément dire que la multiplication est commutative à chaque fois. Si je fais 50 fois étoile, bon, là ça marche aussi, mais on pourrait avoir des cas, effectivement, où vous avez le droit de faire
string fois entier, et entier fois string est peut-être une opération qui n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qui deviendra plus clair au moment où on s'intéressera aux objets. Alors qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? On a parlé de concaténation tout à l'heure, et on a utilisé le signe plus. On va s'apercevoir qu'il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu étranges en Python, qui sont par exemple de dire, voilà, je pourrais dire, donc si jamais je veux une chaîne C4 qui est la concaténation des trois chaînes, eh bien je fais C1 plus C2 plus C3. Ça, j'ai le droit de le faire. Ok? Et donc ça veut dire que si je regarde ce qui est contenu dans C4, eh bien dans C4, j'ai la concaténation des trois chaînes. Ok, ça marche. Si jamais j'enlève les espaces, si jamais, pardon, j'enlève les plus, en fait, je vais m'apercevoir que, eh bien, il ne sait plus quoi faire, puisque je me retrouve avec trois strings, et donc le C1, il arrive bien à comprendre, mais le C2, si je lui donne pas d'opérateur, il ne comprend pas ce que je veux faire. Et pourtant, en fait, il y a quelque chose d'assez étrange en Python, c'est que si jamais je remplace ces variables par trois chaînes, voilà, une chaîne de caractères, voilà, et bien en fait, je m'aperçois que la concaténation fonctionne aussi. Et donc là, on a une concaténation sans aucun symbole, sans aucun opérateur qui marche tant que vous êtes sur des constantes, c'est-à-dire tant que vous êtes sur des chaînes de caractères, mais si ces constantes deviennent des variables, en fait, cette concaténation ne marche plus. Voilà. Donc ça aussi, c'est une erreur assez fréquente que l'on peut rencontrer, et quand on débute, on cherche un peu pourquoi. Voilà, si jamais vous voulez concaténer avec des variables, vous allez être obligé de passer par l'opérateur plus. Alors, autre façon de concaténer les caractères, on pourrait très bien imaginer que, au lieu d'avoir les mots qui sont dans trois variables différentes, vous les ayez en fait simplement dans une variable de type list. Par exemple, ici, j'ai des mots. Alors ici, tout simplement, la liste, pour ceux qui viennent d'autres langages de programmation, mais la liste, on la reverra plus en détail dans une autre vidéo, c'est un tableau. Un tableau ici, donc j'ai une liste, j'ai trois éléments. Le premier élément est une chaîne de caractères qui vaut ici, le deuxième est une chaîne de caractères qui vaut GD, et le troisième est une chaîne de caractères qui vaut mot. Donc, liste de trois éléments, trois chaînes de caractères. Ok. Si maintenant je veux récupérer ces éléments-là et les remettre dans une chaîne de caractères, j'ai la possibilité en fait d'utiliser la fonction join. Par exemple, je vais déclarer une variable C5 et je vais faire un join. Alors, join en fait a une particularité assez intéressante. Join va se baser sur une chaîne de caractères qui va servir de séparateur. Alors, si cette chaîne de caractères est vide, comme ici, eh bien tout simplement, je vais faire un join de tous les éléments de L, et entre chaque élément, je vais intercaler, en fait, rien. Je vais intercaler la chaîne vide. Et donc, quand j'appuie sur C5, je vais obtenir, en fait, dans une chaîne de caractères, j'ai mis un J majuscule en plein milieu de la phrase, je vais avoir la concaténation de tous ces caractères. Alors, c'est pas très joli dans ma phrase, moi j'aurais aimé avoir des espaces, et bien ça, je peux le modifier. Je vais tout simplement utiliser espace avant le join, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, je vais reprendre les éléments de la liste L, et entre chaque élément, je vais intercaler un espace. Et j'obtiendrai donc de nouveau une chaîne de caractères qui contient tous les éléments. Donc voilà, deuxième façon de voir comment je peux mettre en place une concaténation. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, puisque ça va nous permettre en fait de reconstruire une chaîne de caractères avec des éléments venant de plusieurs endroits du programme. Alors qu'est-ce que je peux encore faire? On va retrouver aussi quelques opérateurs classiques, si j'ai besoin par exemple de mettre une chaîne en majuscule ou en minuscule, ou des fonctions de recherche par exemple avec la fonction find. Alors pourquoi c'est intéressant de mettre en majuscule ou en minuscule? Eh bien tout simplement parce que si vous comparez deux chaînes de caractères, eh bien parfois vous ne voulez pas tenir compte de la casse. C'est-à-dire si le mot est identique, peu importe qu'il commence par une majuscule ou pas, vous avez envie que les deux chaînes soient identiques. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est soit de mettre les deux chaînes en minuscule et de les comparer, ou de les mettre en majuscule et de les comparer, et comme ça vous savez que vous n'avez pas de problème de casse. Alors comment ça fonctionne? Encore une fois, très simplement, je vais reprendre mon petit notebook.
Je vais prendre par exemple une chaîne de caractères classique, je vais prendre Bob, donc Bob commence par une majuscule, et je vais tout simplement lui appliquer la méthode toLower. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore parlé de programmation orientée objet, mais ceux qui ont déjà fait de la programmation orientée objet, vous allez retrouver un petit peu cette méthode-là, cette façon de structurer la programmation orientée objet. J'ai ici une chaîne de caractères et je lui applique en fait une méthode de chaîne qui s'appelle lower, donc chaîne.méthode, on retrouve bien ça. Donc normalement, si je mets Bob à lower, vous voyez que le premier B majuscule est maintenant devenu minuscule. Et si jamais j'utilise la fonction upper, qui transforme en majuscule, eh bien mon Bob, cette fois-ci, va contenir 3 lettres majuscules. Tous les caractères auront été mis en majuscule. Voilà. Donc ça, c'est des fonctions de base que vous pouvez utiliser. Si jamais vous avez besoin d'autres fonctions, comme la recherche, par exemple, avec la fonction find, n'hésitez pas à regarder dans la documentation comment elle fonctionne. Vous allez voir en fait que toutes ces fonctions ont plusieurs paramètres qui sont très intéressants et qui vont vous permettre d'être très flexible au niveau des programmes. Nous allons aller un petit peu plus loin et parler un petit peu de transcodification. Pourquoi on transcode les caractères? Eh bien tout simplement parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, un ordinateur est une machine qui ne sait gérer que les nombres entiers. Alors comment est-ce que l'ordinateur va se représenter un caractère? Eh bien il va avoir du mal. Et donc ce qu'il va faire la plupart du temps, quand on va lui parler de caractères ou de chaîne de caractères, la première opération que va faire l'ordinateur, il va le convertir en entier. À partir du moment où il a de nouveau un entier, eh bien il va de nouveau pouvoir le manipuler. Alors comment il fait pour convertir un caractère en entier? Tout simplement, il s'appuie sur une table de conversion. Là, il y en a une, par exemple, c'est la table ASCII. Alors, c'est pas la seule façon de convertir. Hein. Vous avez peut-être entendu parler d'autres formats de conversion, comme par exemple l'UTF-8, l'UTF-16, ce genre de choses. Ce sont d'autres formats de conversion, d'autres tables de conversion qui associent simplement un caractère à un code numérique. Voilà. Alors comment ça se lit? La colonne en bleu, ce sont des nombres décimaux, la commande en rouge, ce sont les nombres, la représentation hexa, et les nombres en vert bleu, là, eh bien tout simplement c'est le caractère. Alors si je vais par exemple en haut de la troisième colonne, je m'aperçois que j'ai un A majuscule. Le caractère A majuscule va être converti en la valeur 41 hexa ou la valeur 65 décimale. Et naturellement, ces fonctions de conversion, elles sont disponibles en Python. Alors à quoi ça va servir? Eh bien en fait, on va s'apercevoir que on va pouvoir faire des décalages dans les lettres à partir du moment où la lettre a été convertie en nombre. Et je vous propose de voir un petit exemple en fait où ce genre de choses peut être utilisé. Alors je vais de nouveau reprendre mon petit notebook et cette fois-ci je vais passer dans la partie codification. Alors effectivement, il existe plusieurs fonctions. Une fonction qui me permet à partir d'un caractère de récupérer son code ASCII. Donc vous voyez que si je prends le code ASCII de A majuscule, je vais récupérer 65, je reprends ma table ASCII. Effectivement, 65 est bien la représentation décimale de ma lettre grand A. Alors je vais faire pareil avec petit a. Si je prends la valeur de petit a, donc A minuscule, on va s'apercevoir que c'est 2A, mais par contre, c'est pas la même lettre. Là, je vais être à 97, et effectivement, si je cherche dans ma table ASCII la valeur 97, donc c'est en haut de la quatrième colonne. En haut de la quatrième colonne, j'ai effectivement A minuscule. Donc vous voyez en fait que chaque caractère est codifié, et je peux donc retrouver sa représentation numérique de chacun des caractères. Ok, ça marche. Alors je vais le stocker, et je vais dire par exemple que ça c'est ord de grand A, je vais stocker tout ça dans une variable, et je vais stocker ça dans ord de A. Alors je ne suis pas obligé de le montrer, mais on est bien d'accord que ce que j'ai fait, c'est que j'ai converti quelque chose qui était de type chaîne de caractères. Je vais prendre A qui est ici, et je vais l'écrire. Vous voyez, non, je vais mettre une virgule. Hop. J'avais quelque chose qui était en chaîne de caractères, et j'ai maintenant quelque chose qui est de type int, integer, qui est donc de type entier. Ok, donc je l'ai converti en entier. Et j'ai naturellement la fonction inverse qui existe. Alors j'avais vu que grand A c'était 65, hein. Donc ça veut dire que si je cherche quel est le caractère, donc fonction chr, le caractère qui correspond à 65, je vais naturellement retomber de nouveau sur grand A, et cette fois-ci je vais de nouveau avoir un string. Je peux donc faire l'opération de transcodification pour avoir un numérique,
et de nouveau transcodifier mon numérique pour avoir de nouveau la chaîne de caractères qui en découlait. Alors à quoi ça sert ce genre de choses? Eh bien en fait ça sert à plein de choses. Par exemple, on a parlé tout à l'heure des fonctions upper et lower, eh bien on peut baser nos fonctions de mise en majuscule ou mise en minuscule sur cette constatation. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien pour cela on peut reprendre en fait la table ASCII. La table ASCII, en fait, elle me dit quoi? Elle me dit que le caractère A majuscule 65, si jamais je veux le convertir en A minuscule, eh bien, je suis obligé de passer de 65 à 97. Donc, en gros, je suis obligé de faire plus 32. Si je veux passer de B majuscule 66 à B minuscule, je dois passer de 66 à 98. Donc, je dois de nouveau faire plus 32. Ça veut dire que chaque fois que j'ai une lettre majuscule, et que je lui ajoute 32, j'obtiens sa lettre minuscule. Ok, est-ce que ça marche? On va essayer. On va essayer. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de récupérer. Donc, je veux convertir, par exemple, la lettre, je vais prendre n'importe laquelle, je vais prendre M majuscule. Alors, pour convertir M majuscule en minuscule, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer quelle est la position de M dans la table ASCII. Donc, récupérer sa valeur numérique. Alors, M est en position 77. Ok. 77, je vais lui ajouter 32. Je vais lui ajouter 32, je vais obtenir 109. Je compare avec ma table ASCII. Est-ce que 109, c'est bien M minuscule? Oui. Donc, si 109, c'est bien M minuscule, ça veut dire que il me suffit, en fait, de reprendre les 109 et de reprendre quel est le caractère qui correspond à 109. Voilà. Et j'ai donc M minuscule. Alors naturellement, je peux faire exactement l'opération inverse. Comment est-ce que je tombe, quand j'ai une lettre minuscule, comment est-ce que je tombe sur sa version majuscule? Eh bien, je prends simplement M minuscule, je lui enlève 32, ok, cette fois-ci, parce que le M va être 109, j'enlève 32, et je vais retomber normalement sur le numérique qui correspond à M majuscule, et je n'ai donc plus qu'à convertir en caractère, ensuite, le nombre que j'obtiens. Et j'obtiens effectivement, de petit m, j'obtiens grand M. Et là, en fait, j'ai une fonction toute simple qui me permet en fait de convertir n'importe quel caractère en sa version majuscule ou minuscule. Ici, je peux juste remplacer la chaîne de caractères m par n'importe quelle variable qui contiendrait un caractère, et j'ai donc écrit une fonction upper ou lower selon que je fasse plus ou moins 32. Donc, plutôt intéressant comme principe. Alors attention quand même, je peux le faire qu'avec les lettres, hein, il faut que je vérifie que j'ai bien une lettre au départ, parce qu'effectivement, si jamais j'enlève 32 ou que j'ajoute 32 à, par exemple, je sais pas, le signe plus, eh bien je vais avoir quelque chose qui ne correspond plus, en fait, à une version majuscule du caractère. Ok. Alors qu'est-ce que je peux faire aussi? On a aussi tous les mécanismes de transtypage et de changement de type. Pourquoi? Eh bien imaginez, par exemple, pour une raison ou pour une autre, vous avez lu, par exemple, un nombre dans un fichier, ou vous avez lu un nombre avec la fonction input, eh bien il se peut que votre nombre soit sous forme de chaîne de caractères. Imaginons vous avez lu le nombre 123, et vous avez lu le nombre, je sais pas, 527. Et ce que vous voulez faire, en fait, c'est la somme des deux. Mais si je fais la somme des deux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Python va regarder le type de 123, c'est de la chaîne de caractères, le type de 527, c'est de la chaîne de caractères, et si je demande un plus entre les deux, eh bien je vais faire la concaténation. Ok, alors moi ça m'arrange pas, moi je voulais vraiment faire la somme arithmétique de 123 plus 527. Alors qu'est-ce que j'ai comme choix? Eh bien j'ai comme choix de dire, voilà, je vais convertir la chaîne 123, je vais la convertir en entier. Et pour ça, j'ai la fonction de cast, hein, de transtypage, qui va dire, voilà, le 123 chaînes de caractères, tu vas me le transformer en entier. Et je vais faire pareil avec N2, je vais faire les 527, je vais les transformer en chaîne de caractères. Et là, j'obtiens 650, cette fois-ci, je suis bien sur la chaîne arithmétique. Donc là aussi, c'est très important de connaître les types. Des fois, en fait, on s'attend à avoir la somme arithmétique et on a quelque chose qui colle pas du tout. Et donc, c'est à nous un petit peu de réagir correctement et de se dire « Ah oui, ben oui, je me suis juste basé sur le mauvais type. » Et Python, comme il ne sait absolument pas pourquoi on fait ce calcul et qu'est-ce qu'il doit interpréter, eh bien, lui va juste regarder les types et va me donner un résultat en fonction des types. Et donc, si les types ne sont pas les bons, c'est à moi, en tant que développeur, d'expliquer à Python
ok, j'ai lu cette donnée dans un fichier, ça a l'air d'être une chaîne de caractères, mais moi j'aimerais l'utiliser en tant qu'entier pour pouvoir faire des opérations dessus. Et donc toutes les fonctions existent, hein. Par exemple, si je n'ai pas de l'entier, mais par exemple j'ai des nombres à virgule, par exemple là-dessus, voilà, j'ai 123,56 et 527,23. Si jamais je fais ça, eh bien vous voyez que j'ai une erreur. J'ai une erreur puisqu'il me dit que je lui ai demandé de convertir en entier quelque chose en fait qui ne représente pas un entier. Donc, cette fois-ci, je vais lui dire en fait c'est du décimal, donc c'est du float. Voilà, c'est un nombre à virgule, et donc quand je relance, il me fait bien le calcul, 650,79. Donc là aussi, c'est très intéressant, puisque ma chaîne de caractères, comme il n'est pas arrivé à la convertir, puisqu'elle n'avait pas le bon format, il y a eu une erreur, et moi, ça va m'aider en tant que développeur. À chaque fois que j'ai une erreur, il ne faut pas que je le prenne mal, hein, c'est tout simplement une erreur. Quand Python m'en remonte une, c'est tout simplement pour m'aider. Quand Python remonte une erreur, il me dit, en fait, tu as fait un truc que j'ai pas compris. Donc maintenant, il faut que tu m'aides à comprendre un petit peu mieux. Voilà, et donc j'ai pu corriger ça pour que ça fonctionne. De même, alors là, on a vu comment convertir une chaîne de caractères en autre chose qu'en entier ou en float. On a naturellement la possibilité aussi que si j'ai, par exemple, un nombre à virgule, et que pour une raison ou pour une autre, donc si je regarde le type de N3, je vais avoir du float, voilà. Si pour une raison ou pour une autre, je veux transformer ce N3 en chaîne de caractères, eh bien, je peux utiliser la fonction str, et str va transformer en chaîne de caractères tous les paramètres qu'elle reçoit. Et cette fois-ci, str de n3 va être de type string, chaîne de caractères. Donc les conversions, pareil, peuvent être faites dans un sens comme dans l'autre. Ok, ça va nous donner aussi une flexibilité, hein. Ça va nous permettre de convertir assez facilement les informations dans le type dont on a besoin, et une fois qu'elles sont dans le bon type, eh bien on va pouvoir utiliser les méthodes et les différents opérateurs qui sont liés à ce type. Nous allons parler maintenant un petit peu de formatage. Alors le formatage, quand est-ce qu'on le met en place? Eh bien imaginons par exemple que vous avez fait des calculs et que vous avez des résultats de vos calculs. Et vous n'avez peut-être pas envie en fait d'afficher la précision ou le calcul exactement sous la forme comme il a été fait mathématiquement. Imaginons par exemple que vous avez calculé un taux de TVA sur quelque chose et que ça vous donne en fait un prix de quelque chose, mais avec, je sais pas, 6 ou 7 chiffres après la virgule. Ça n'a aucun sens en fait de présenter un prix avec 6 ou 7 chiffres après la virgule. On n'est pas habitué à avoir des prix avec autant de précision. Et donc, on voudrait pouvoir garder la précision pour nos calculs, mais lorsqu'on affiche le prix, on aimerait modifier l'affichage pour, quand le client arrive sur le prix, il retrouve bien 2 chiffres après la virgule et qu'il ne soit pas déboussolé. Et donc c'est ce qu'on appelle le formatage, c'est-à-dire faire une distinction entre la valeur telle qu'elle est gérée dans le programme et la valeur telle qu'elle est affichée. Et donc ça va nous permettre d'avoir un affichage différent de la donnée manipulée. Ok, ça marche. Alors comment je peux faire ça? Eh bien Python va nous proposer plusieurs méthodes, je vais vous en montrer quelques-unes. Alors il n'y a pas de meilleure méthode qu'une autre, hein, à vous de voir avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise et celle que vous avez envie d'utiliser. On va y aller progressivement. On va essayer de voir un petit peu ce que l'on peut faire avec ces formatages, et on va essayer de voir aussi comment créer une chaîne de caractères entièrement paramétrable. Ce que j'entends par paramétrable, c'est-à-dire que si vous avez un programme qui utilise très souvent la même chaîne, mais qui a juste quelque chose qui bouge à l'intérieur, il y a juste une petite donnée qui varie, eh bien cette chaîne, vous pourriez la déclarer une fois pour toutes, et en fait l'utiliser comme une fonction en paramétrant tout simplement le petit bout qui manque. Alors on va regarder comment ça marche. De nouveau en prenant possession de notre notebook. Alors cette fois-ci, je vais aller sur le côté des chaînes formatées, et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors, comment est-ce que je vais utiliser les chaînes formatées, et comment je peux faire en sorte que l'affichage soit différent de ce que je voudrais mettre. Alors pour l'instant, si jamais j'affiche avec un print le contenu d'une variable, eh bien j'ai la variable comme elle est manipulée, en fait, en Python. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une variable float, donc quelque chose à virgule, si j'ai par exemple 12.58774, voilà, et que je fais un print de F1, eh bien Python va m'afficher exactement le 12,59874 que j'ai rentré.
Ok. À aucun moment donné, Python va dire « Ouh, mais à mon avis, ce qu'il voulait là, c'est un prix, et donc je vais lui laisser 2 chiffres après la virgule. » Python ne décide de rien, c'est au développeur, en fait, d'expliquer ce qu'il veut. Pour Python, en fait, il n'y a aucun moyen de savoir que ce que vous manipulez, c'est un prix, c'est une distance en kilomètres. En fait, lui, c'est juste que vous manipulez des chiffres. C'est à vous, en fait, de donner du sens à ces chiffres. Alors, comment ça marche, les chaînes formatées? Alors, la chaîne la plus simple, on va simplement le voir. Je vais déclarer un entier, par exemple 12, et je vais déclarer une chaîne de caractères que je vais appeler, par exemple, banane. Alors, la chose la plus simple que je pourrais faire, c'est tout simplement, je pourrais faire un print et dire, je voudrais afficher qu'il a 12 mois dans l'année, donc je vais créer simplement, je vais utiliser entier 1. Voilà. Je vais dire, là je vais mettre jour dans l'année. Voilà, je vais séparer et je vais mettre aussi notre chaîne j'aime les. Et ici je vais mettre simplement la chaîne de caractères qui suit str1. Ok. Alors ça j'ai tout à fait le droit de le faire, aucun problème. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien entier 1 va être remplacé par sa valeur, puis on va écrire la chaîne de caractères jour dans l'année j'aime les, et on va remplacer str1 par sa valeur. Résultat, je vais avoir 12 jours, 12 mois, pas jours, 12 mois dans l'année, et j'aime les bananes. Ok, donc ça c'est une possibilité d'écrire le contenu des variables. Il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser les chaînes formatées. Alors les chaînes formatées, c'est quoi? Eh bien c'est une chaîne de caractères, mais pour que Python comprenne que je suis dans une chaîne de caractères, voilà, je vais l'écrire comme ça. Pour que Python comprenne que je suis dans une chaîne de caractères formatée, je vais être obligé de mettre un F devant. Alors si je mets une chaîne comme ça, eh bien, encore une fois, il y a une ambiguïté qui subsiste, c'est que Python ne comprend absolument pas que l'entier qui est ici doit correspondre à l'entier qui est là-haut. Si je lance, en fait, il va juste m'écrire entier 1, mois dans l'année, et j'aime les str1. Donc il a écrit vraiment, il a considéré ça comme une chaîne de caractères, et il me l'a écrit en entier. Ok. Alors moi, c'est pas ce que je veux. Moi, dans ma chaîne de caractères, j'aimerais que Python comprenne que entier 1 et str1, ce sont des variables. Et pour lui faire comprendre ça, eh bien, je vais entourer tout simplement ces deux éléments avec des accolades. Voilà. Les accolades vont permettre de dire à Python, eh bien, ça, ce sont des variables. Alors là aussi, comme ce qu'on a vu avant, si jamais vous voulez écrire une accolade dans une chaîne formatée, eh bien, il suffit en fait de la protéger. Ok, donc là, maintenant, je le lance. 12 mois dans l'année, j'aime les bananes. Python a compris que cette fois-ci, j'étais dans une chaîne formatée, qu'il y avait des éléments variables, et donc il a remplacé les variables par leurs valeurs. Ok, ça marche. Ça, c'est une façon de faire une chaîne formatée. Voilà. Il y a bien d'autres fonctions qui existent, d'autres possibilités. Imaginons, par exemple, que on va utiliser maintenant une autre façon avec la fonction format. La fonction format, en fait, va se baser sur une chaîne de caractères dans laquelle on va laisser en fait des wildcards, c'est-à-dire en fait qu'on va laisser des emplacements disponibles pour des variables, et c'est la fonction format qui va transférer les variables dont on va avoir besoin. Alors je vais reprendre cet exemple et on va bien comprendre comment ça marche. Voilà. Si jamais j'ai une chaîne formatée comme ça, le problème c'est que entier 1 et str1 sont des variables en dur dans la chaîne de caractères, c'est-à-dire que je vais toujours afficher le contenu de entier 1 et de str1. Ce que je pourrais dire par exemple, c'est de dire aussi, je vais créer en fait une chaîne de caractères, alors cette fois-ci c'est plus une formatide, où il y aura une première variable qui va arriver ici, et une deuxième variable qui va arriver ici. Et pour l'instant, cette chaîne de caractères, c'est comme si j'avais en fait une phrase à trous. J'ai une phrase avec 2 trous, et ces trous, il faut que je les comble. Et je vais les combler en fait avec une fonction qui s'appelle format. Alors format, ça va faire quoi? Eh bien, ça va devoir prendre en argument les trous que j'ai en fait dans mon print. Ça veut dire que format, eh bien, je vais dire par exemple le premier paramètre il vaut 12, et le deuxième il vaut banane. Alors attention, il faut vraiment que... Alors ça je vais mettre, pour qu'on voit bien, c'est plus celui-là qui est écrit.
On voit bien que tout s'est bien passé, sauf que il faut que je fasse attention dans la fonction format d'avoir les éléments dans le même ordre. Hein. Si j'ai banane et 12, j'ai bien les bons éléments, mais il faut que je les ai bien en fait dans le bon ordre, parce que sinon ça m'écrit banane moi dans l'année, j'aime les 12. Ok. Donc là on est plus proche du camoulox. Hein. Donc il faut que je fasse attention quand j'utilise la fonction format d'avoir vraiment ces éléments dans l'ordre. Ok. Donc deuxième façon de faire, hein, là cette fois-ci, je peux mettre des valeurs constantes, je peux naturellement aussi utiliser des variables, il n'y a aucun problème. Et j'ai toujours la chaîne qui va s'écrire. Donc cette fois-ci, en fait, je crée une phrase à trous, et je lui donne en fait les arguments dont j'ai besoin. Voilà. Alors qu'est-ce que l'on peut faire aussi? Eh bien, je vous avais montré tout à l'heure que si jamais j'avais les éléments dans le mauvais ordre, par exemple, j'avais rentré mes variables dans le mauvais sens, et bien là, ça m'écrit banane, moi dans l'année, j'aime les 12. Alors, il y avait une solution qui était de replacer, si vous voulez, les variables dans l'ordre. J'ai une autre façon de faire. Je pourrais aussi dire, en fait, quel élément je vais chercher dans le format. Alors, encore une fois, quand vous êtes sur des tableaux en programmation, le premier élément est toujours l'élément 0. Ça peut être un peu déstabilisant, hein, parce que nous, d'habitude, depuis l'école primaire, on compte à partir de 1. Mais en informatique, on compte souvent à partir de 0. Et donc, en fait, le str1 ici qui contient banane, c'est le premier élément. Donc je vais dire que le premier élément va ici, et en fait le deuxième élément va ici. Et donc j'ai aussi une possibilité de rectifier l'affichage, simplement en replaçant l'indice de l'élément directement entre les accolades. Et donc je ne suis pas obligé de changer, je peux changer soit l'ordre de format, soit je peux changer directement l'ordre dans lequel sont inscrits les différents éléments. Ok. Alors je peux encore aller plus loin. Si jamais les 0 et les 1, je suis sur des chaînes très compliquées, et que ici j'affiche 0, et puis ensuite j'affiche 7, et puis ensuite j'affiche 6, et puis ensuite j'affiche 4, au bout d'un moment, le programme va devenir illisible. Alors ce que je peux faire aussi, c'est donner des noms. Ici, par exemple, je peux dire que ça, c'est nbmoi, donc comme un nom de variable, et ici, c'est en fait tout simplement le nom d'un fruit. Ok. Et dans ma fonction format, je lui dis que le str1 qui contient banane, eh bien ça, je le mets dans fruit, et le entier 1 qui contient 12, je le mets dans nbmoi. Et donc là, on a cette possibilité-là aussi, hein, c'est quelque chose que l'on va retrouver dans l'appel de fonction avec les paramètres. Et bien là, cette fois-ci, j'ai plus d'ambiguïté. Le nbmoi qui est ici, eh bien je vais le compléter avec entier 1. Et le fruit qui est ici, eh bien je vais le compléter avec str1. Donc, c'est une chaîne de caractères qui est entièrement paramétrable, comme une fonction. Je peux mettre les éléments que je veux dans l'ordre que je veux. Et l'utilisation d'un nom, eh bien tout simplement, va me permettre de bien comprendre que nbmoi, moi dans l'année, j'aime les fruits, donc il n'y a plus d'ambiguïté, je n'ai aucun risque en fait d'échanger ces différents éléments. Alors, on n'avait pas encore terminé avec le formatage des nombres décimaux, et donc on va revenir un petit peu dessus. Imaginons par exemple que j'ai le nombre pi, alors 3, 14, 1, 5, 9, il faut juste que je fasse un point par contre, sinon je vais avoir un problème, et que j'affiche donc pi. Et pi, ce qui m'intéresserait, eh bien, c'est de ne pas avoir la représentation complète, mais c'est d'avoir uniquement 2 chiffres après la virgule, 3 ou 4 chiffres. Alors comment ça marche? Eh bien, moi, dans mes calculs, j'ai peut-être pas envie de tronquer pi, c'est-à-dire que je pourrais très bien écrire pi égale 3,14, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que quand je demande pi, ça m'affiche 3,14, mais quand je fais mes calculs, ça me calcule quand même avec le maximum de précision. Donc j'aimerais garder le maximum de précision derrière, et juste afficher 3,14 pour l'utilisateur quand il me demande pi. Bon, et bien là aussi je peux le faire avec, je vais simplement afficher avec des décimales. Ok, voilà. Et je vais afficher par exemple, je sais pas, quelque chose que je vais appeler valeur. Voilà. Et cette valeur, je vais utiliser la fonction format. Voilà. Et je vais lui dire en fait que la valeur, tu m'affiches en fait pi. Voilà. Alors si je fais ça, le problème c'est que pour l'instant ça change pas grand chose.
ça m'affiche effectivement pi, mais ça me l'affiche toujours en 3, 14, 1, 5, 9. Au moment de l'affichage, maintenant, j'ai la possibilité de dire, oui, mais moi, je veux pas tout pi. Ok? Je veux simplement 2 décimales après la virgule. Et donc là, on a la possibilité, en fait, de faire du formatage sur la valeur, et donc je vais utiliser le symbole 2 points pour dire maintenant, ce qui suit le 2 points, ça va être le formatage de la valeur. Alors qu'est-ce que je veux dans la valeur? Je veux que après le point, j'ai plus que 2 décimales. Donc ça va me mettre sur 3,14, et je vais dire que le format de sortie, c'est du float, c'est-à-dire que c'est un nombre décimal. Alors là aussi, hein, le formatage, il y a énormément de choses. Je vous renvoie à la fonction format de la documentation Python pour voir vraiment toutes les utilisations. Et donc là, effectivement, vous voyez que j'ai formaté mon nombre à 2 chiffres après la virgule, il me donne 3,14. Si je fais 3, eh bien il me donne 1, 4, 2. Alors pourquoi 1, 4, 2 Vous voyez que 1, 4, 1 est suivi de 5, et donc en fait, l'arrondi s'est fait en fait au supérieur. Donc c'est pas seulement coupé, hein, après 2 décimales, il y a une notion d'arrondi qui est faite. Donc ça peut être très intéressant. On peut retrouver aussi, on a peut-être des fois besoin aussi d'une longueur fixe pour un montant. Par exemple, si jamais vous éditez une facture, eh bien, vous savez que sur une facture, les désignations des articles et les prix ne sont pas toujours en fait sur le même nombre de chiffres ou le même nombre de lettres. Et pourtant, c'est quand même plus sympa quand vous présentez une facture que les désignations soient toutes alignées et les prix soient toutes alignés au niveau de la virgule. Voilà. Et bien ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement aussi avec une fonction print. On en reparlera justement à la fin quand on fera de la mise en pratique. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien, si jamais je veux faire un affichage, je vais peut-être aller à la ligne, je vais mettre ça en commentaire, décidément. Je vais faire un affichage de taille fixe. Et si je fais un affichage de taille fixe, je vais par exemple prendre cette chaîne et afficher simplement, pour qu'on voit bien comment ça fonctionne, je vais simplement afficher le chiffre, alors je sais pas, afficher par exemple le nombre 15. Voilà. Si j'affiche 15, eh bien en fait vous voyez que le 15, l'affichage taille fixe va être 15. Et moi ce que je voudrais, c'est pas afficher 15, mais je voudrais afficher 15 sur 10 positions. C'est-à-dire que je voudrais avoir 8 zéros, et ensuite je voudrais avoir 15. Ce qui me permettrait en fait d'avoir un formatage. Et donc là, je vais dire tout simplement cet élément, je vais le formater. Alors formater, ça veut dire que je vais commencer par 2 points. Et puis je veux afficher des zéros, et je veux que la taille totale de mon nombre soit sur 10. Et cette fois-ci, je ne suis pas sur un nombre à virgule, je suis sur un nombre décimal. Un int, si vous voulez. Et donc vous voyez que si je relance maintenant, je vais récupérer en fait un nombre qui est sur 10 positions, qui vaut 15, et les 8 positions restantes en fait ont été complétées par des zéros. Alors si je mets un espace, vous voyez que je retombe avec un nombre de largeur 10, toujours en décimale, toujours qui vaut 15, mais cette fois-ci, tout ce qui manque a été complété par des espaces. Donc vous voyez en fait qu'on a des options de configuration assez sympas, qui peuvent en fait nous permettre de voir plusieurs choses et qui nous permettent en fait de mettre un format d'affichage en place. Même si le format d'affichage maintenant contient des zéros, la valeur derrière qui est manipulée va rester à 15 et c'est cette valeur-là que je vais utiliser pour faire mes calculs. Donc très intéressant d'avoir toujours en fait cette visibilité à l'affichage qui est différente en fait de la valeur que l'on utilise pour les calculs. Alors qu'est-ce que je voudrais encore vous montrer? Eh bien comme on parle spécifiquement de chaîne de caractères dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer aussi que l'on peut facilement diviser une chaîne de caractères. Imaginons maintenant que je mette en place, ici, je mets plusieurs zones de variables, voilà, hop, je les sépare juste par des symboles, et donc là, normalement, si j'ai cette chaîne de caractères, normalement, je devrais utiliser la fonction format, et la fonction format devrait avoir au moins 4 arguments pour 4 arguments qui me permettraient, en fait, d'occuper ces 4 wildcards que j'ai. Hein, si je lance ici, je vais avoir une erreur, on me dit « Attends, tu me dis que normalement tu m'affiches 4 trucs, là tu me mets aucun argument, donc ça marche pas. » Alors imaginons maintenant que j'ai qu'une chaîne de caractères qui contienne ABCD.
Ok. Si je le lance, et bien tout simplement, il me dit encore une fois, il y a un souci, tu me dis que tu vas afficher 4 valeurs, mais tu m'en donnes qu'une. Et maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est de dire, oui, mais je veux pas que tu m'affiches une fois la chaîne de caractères ABCD, je voudrais que tu décomposes la chaîne de caractères ABCD en 4 lettres, A, B, C et D. Et je voudrais que tu m'affiches ces lettres-là. Et bien là, vous avez un opérateur étoile que vous pouvez préfixer, que vous pouvez mettre devant votre chaîne de caractères. Et là, en fait, ce que le Python va comprendre, c'est qu'on vous demandait de décomposer la chaîne de caractères en 3 lettres, A, B, C, D, et que chacune de ces lettres, en fait, va remplacer dans la chaîne son emplacement vide. Et encore une fois, donc là, en le décomposant, j'ai laissé A, B, C, D exactement dans le même ordre, mais si je veux un ordre différent, je pourrais dire que je veux le A ici, donc l'élément 0, ensuite je veux le B ici, élément 1, ensuite je veux le C, et puis ensuite je veux le D. Voilà. Et vous voyez que j'ai de nouveau réparti l'ordre dans un ordre complètement différent. Donc, l'utilisation des chaînes de caractères avec la fonction format va me permettre effectivement de réorganiser les données et de garder les données sous la forme dont j'en ai vraiment besoin dans le programme. Voilà. Donc quelque chose de plutôt intéressant à faire à ce niveau-là. Ok, ça marche. On a créé une chaîne de caractères complètement paramétrable. Ah puis on n'a pas parlé des templates, c'est vrai. On peut créer une zone complètement paramétrable avec des templates. Alors qu'est-ce que je veux dire par entièrement paramétrable? Eh bien, c'est, si vous avez déjà utilisé une fonction dans un langage de programmation, vous savez que vous pouvez donner des paramètres à une fonction, et cette fonction, en fait, va réagir en fonction des paramètres donnés. Et l'idée, en fait, elle est un petit peu la même ici, c'est que vous allez créer une chaîne de caractères qui est paramétrable, vous allez donner des paramètres par la suite, et la chaîne de caractères va s'adapter aux paramètres. Alors pour ça, il va falloir cette fois-ci utiliser la bibliothèque string et importer ce que l'on appelle l'objet template. Alors pas de souci, il n'y a pas d'install à faire, hein. Normalement elle est contenue directement dans l'installation de Python, donc il n'y a pas d'install de bibliothèque à faire. Maintenant je peux utiliser un template et je peux dire, voilà, je vais créer S, une variable S qui est basée sur un template. Et là, on va retrouver quelque chose qui est assez proche de la programmation Bash, si vous en avez déjà fait, de la programmation Shell. Pour ceux qui ont déjà fait de la programmation Shell ou qui ont déjà utilisé l'environnement Unix, Linux, vous savez que les noms de variables sont préfixés par $. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît les valeurs. Hein. Les variables d'environnement, par exemple, vous avez le $pass, vous avez le $shell, le $os, ce genre de choses. Ok. Et bien là, je vais faire pareil. Je vais dire, voilà, je vais avoir une première variable qui s'appelle moi. Et je vais dire que moi, par exemple, aime les chats. Voilà. Et je vais utiliser une autre variable, toi, donc préfixée de nouveau par un $. Et toi, tu aimes les chiens. Voilà. Donc je vais tout simplement créer une chaîne de caractères avec 2 variables. Et ces variables, en fait, je vais leur donner une valeur par la suite. Pour l'instant, je ne sais pas ce que vaut moi et toi. Mais je vais créer déjà mon template sans aucun problème. Voilà. Et ensuite, ce que j'ai la possibilité de faire, tout simplement, c'est de reprendre, d'afficher S. Donc je vais afficher S, et au moment de l'affichage, je vais lui dire, voilà, eh bien tu me substitues moi et toi. Alors moi devient, alors une chaîne de caractères, je vais par exemple dire Bob, voilà. Et toi, eh bien c'est une chaîne de caractères, par exemple, qui contient Kim. Voilà. Et donc, vous voyez que la phrase, maintenant, elle a été paramétrée. Hein, Bob aime les chats et Kim aime les chiens. J'ai la possibilité, donc, du coup, de remplacer la valeur des variables que j'avais définies dans le template et de pouvoir, en fait, comme ça, réutiliser mon template. Je pourrais avoir maintenant une boucle autour de mon template. À chaque tour de boucle, je valorise différemment les variables toi et moi. Et en fait, ça va m'écrire des combinaisons différentes en fonction des valeurs que j'obtiens. Alors ça me permet aussi de voir si tout est mis en place ou non. Si par exemple je venais à n'avoir que moi et oublier toi, et bien là j'aurais une erreur, hein, puisqu'il me dirait que mon template est effectivement bâti sur 2 variables, moi j'en donne qu'une, et donc en fait il en manque une. Voilà. Et donc là j'aurais un petit problème.
Alors comment je pourrais faire en sorte de voir d'où vient le problème? Eh bien, dans les templates, j'ai une fonction qui s'appelle saveSubstitute. Et saveSubstitute, en fait, me dit que si la variable elle est donnée, j'écris son contenu, mais si la variable ne m'est pas donnée, j'écris le nom de la variable. Et donc cette fois-ci, en l'exécutant, vous voyez que Bob, moi, a bien été remplacé par Bob, et toi, par contre, qui n'a pas été valorisé, reste à $toi, et c'est ce qui va me permettre justement de savoir où je me suis planté, ou voilà ce qu'il manque, justement, pour faire en sorte que mon template fonctionne correctement. Donc des fonctions assez sympas, qui me permettent justement de paramétrer une fois pour toutes une chaîne de caractères. Donc le jour où j'ai à la modifier, je n'ai à la modifier qu'à un seul endroit, et pourtant je vais pouvoir l'exploiter en fait avec plein de valeurs différentes dans les variables. Donc c'est une alternative en fait au formatage que l'on a déjà vu, à la fonction format ou aux chaînes formatées. Alors on va faire un petit peu de mise en pratique pour terminer. Il y a encore une petite fonction que j'aimerais vraiment voir avec vous, c'est la fonction eval, qui peut être bien pratique. Alors, à ma connaissance, je ne l'ai pas vu dans un autre langage de programmation. Alors, ça existe en web, oui, ça existe en web, ça existe en shell, mais par contre, je ne sais pas si ça existe dans d'autres langages. Alors, la fonction eval, elle va nous permettre d'évaluer une chaîne de caractères, et si cette chaîne de caractères contient une instruction Python valide, eh bien, elle va l'exécuter. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, puisqu'on va pouvoir construire une commande dans Python et la faire exécuter. On peut la construire petit à petit dans une chaîne de caractères et la faire exécuter. Ce qui va rendre encore une fois quelque chose de très flexible, puisque la commande, on peut la construire comme on veut. Et donc en fait, on peut, si vous voulez, programmer dans le programme lui-même. Alors on va regarder un petit exemple pour voir comment ça fonctionne. Et voilà, on va reprendre de nouveau mon petit notepad. Imaginons par exemple que l'on ait un entier, par exemple, qui vaut la valeur 6. Voilà. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va évaluer une somme. On va évaluer une somme, et en fait, évaluer une somme, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On va utiliser la fonction eval, et la fonction eval va se baser sur une chaîne de caractères. Et dans la chaîne de caractères, je vais dire, en fait, ce que je veux, c'est avoir entier 2 plus 7. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez perturbant si vous venez d'un autre langage de programmation. Vous allez vous dire, oui, mais cette chaîne de caractères, en fait, c'est une chaîne de caractères, et à aucun moment, en fait, Python va l'exécuter comme une instruction. Eh bien, la commande eval, c'est justement cette fonction qui fait ça. Elle prend en entrée une chaîne de caractères, et si la chaîne de caractères contient du code Python valide, elle va l'exécuter. Donc qu'est-ce que je m'attends à avoir? Entier 2 à la valeur 6, si je fais 6 plus 7, je vais normalement avoir 13. Et vous voyez que c'est bien le bon résultat que j'obtiens. Alors ça peut être un petit peu perturbant, puisque je vais pouvoir en fait créer des instructions directement dans un programme Python. Je peux faire plein de choses avec. Tant que j'ai du Python valide, ça marche. Par exemple, je prends le caractère A, je le mets en majuscule, upper, et je lui additionne le caractère B que je mets en minuscule. Voilà, vous voyez que c'est exactement les fonctions que l'on a utilisées tout à l'heure, et je vais récupérer en fait A majuscule, B minuscule. Et tout ça est compris dans une chaîne de caractères qui est évaluée. Et donc je peux encore faire plus fort, je peux carrément me créer une commande, str commande. Alors ma commande, elle contient print. Voilà. Alors print, comment ça marche? Eh bien, pour continuer print, je vais avoir besoin d'ouvrir une parenthèse, et puis à la fin de mon print, je vais naturellement avoir besoin de terminer une parenthèse. Et puis print prend des arguments, prend des chaînes de caractères que j'ai envie d'écrire. Et donc, j'ai oublié la concaténation. Et donc strcmd va prendre tout simplement le contenu de print. Imaginons par exemple que je vais écrire la valeur de entier 2. Voilà. Je vais lancer tout ça. Oula. Ah, je ne l'ai pas lancé le... Oui. strcmd, il faut que je
il faut que je fasse un eval dessus, ben oui, sinon ça ne marche pas. Je vais faire un eval dessus, je vais donc évaluer la chaîne de caractères qui contient print entier 2, et vous voyez que ça m'affiche 6. Donc ça m'a bien affiché la valeur de entier 2. Et si je regarde ce que contient strcmd, eh bien je regarde et j'ai bien la chaîne de caractères qui est censée afficher entier 2. Voilà, donc c'est une possibilité qui vous est donnée en fait de construire directement dans un langage de programmation une instruction qui va être exécutée par le langage lui-même. Alors on a l'impression qu'on se mord un petit peu la queue, mais pour certains traitements, ça peut être très intéressant de connaître cette fonction eval qui va de nouveau se baser sur une chaîne de caractères. Dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir un peu pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste terminer sur un petit exemple de formatage. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des factures et du formatage de la désignation des articles et des prix des articles. Et je vous avais dit que c'est effectivement sympa d'avoir un petit peu de formatage, ce qui permettrait en fait d'avoir toutes les désignations les unes sous les autres, et les prix également alignés avec éventuellement un total en dessous. Hein, si jamais on avait tout aligné à gauche par exemple, et que les prix seraient complètement décalés les uns par rapport aux autres, votre facture serait complètement illisible. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va travailler un petit peu là-dessus. Et pour cela, j'ai mis dans le notepad, en fait, dans le notebook, pardon, un tableau, simplement, d'articles. Alors tous les articles, c'est quoi? C'est un tableau de plusieurs éléments. Alors là, on n'est pas obligé de tout comprendre, hein, je reviendrai sur les listes dans d'autres vidéos. Gardez juste à l'esprit que pour l'instant, on est sur un tableau de plusieurs éléments. Alors j'ai fait mes courses, j'ai acheté un marteau à 7 €, un tournevis à 11, une scie à 16 et une tondeuse à gazon à 124. Alors l'idée ici, c'est tout simplement d'avoir des libellés de tailles différentes et d'avoir des prix de tailles différents aussi. Alors si jamais je parcours simplement ces éléments, je vais récupérer la désignation et je vais récupérer le prix dans les articles. C'est simplement une boucle qui va récupérer la désignation des articles et les prix. Et si jamais je m'amuse à juste les mettre simplement comme ça, donc je vais écrire pour chaque article sa désignation et son prix, bah je vais avoir quelque chose de très moche. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose, je m'y attendais, hein, d'avoir en fait des désignations qui n'ont pas la même taille, des prix qui n'ont pas la même taille, et donc un affichage qui est complètement décalé. Alors moi je ne voudrais pas faire ça. Ce que je voudrais en fait tout simplement dire, c'est que je voudrais, par exemple là, je voudrais mettre deux éléments qui sont la désignation et le prix, je vais mettre ça D et P. Je voudrais donc créer une chaîne de caractères qui contient la désignation, okay, qui contient le prix, et éventuellement entre les deux, je voudrais par exemple mettre un séparateur. Voilà, ça c'est ma chaîne de caractères. Et je vais utiliser ma fonction format. Et le D, eh bien, c'est la désignation, et le P, c'est le prix. Ok. Voilà, j'ai pas encore beaucoup avancé, hein. J'ai mis la désignation, le prix, le petit tiret entre, mais pour l'instant, rien n'est encore aligné. Alors maintenant, je vais utiliser mon formatage, et je vais tout simplement dire que ma désignation, en fait, est sur 50 caractères, et c'est une chaîne de caractères, c'est un string. Et donc à partir du moment où je fais cette modif, alors toujours les deux points, c'est le formatage. Ensuite, je dis qu'elle est sur 50 positions et que c'est de la chaîne de caractères. Et vous voyez que cette fois-ci, mes tirets sont alignés. Alors mes tirets sont alignés, par contre mes prix ne le sont pas. Hein. Moi, ce que j'aimerais en fait, c'est aligner mes prix sur l'unité. Là, je m'aperçois que mes prix sont alignés en fait à gauche. Ok, alors moi ça ne m'arrange pas, et en plus un prix, normalement, là mes prix sont tous entiers, mais moi normalement mes prix devraient avoir des nombres après la virgule. Ok, alors pour avoir deux nombres après la virgule, ça je l'ai déjà vu, j'ouvre les deux points pour avoir le formatage, et je dis que je veux deux chiffres après la virgule, donc point 2, et donc transformer mon nombre entier en float. Ça marche. Comme j'étais avec des entiers, quand je transforme ça en nombre réel, et bien naturellement ça va me rajouter 2 zéros après la virgule. Ok. Par contre, j'ai toujours pas aligné mes prix. Mes prix ne sont pas alignés sur la virgule, et donc ça va être possiblement compliqué en fait d'essayer de voir un petit peu si ça correspond au total ou non. Et donc maintenant, ce qu'il suffit de dire en fait, c'est que je veux que mon nombre soit représenté sur 10 positions.
Donc 10 positions, dont 2 après la virgule. Et si je fais ça, voilà, vous avez un formatage. Maintenant, tous mes nombres sont sur 10 positions, dont 2 après la virgule. Alors si vous voulez, si on ne voit pas bien, eh bien tout simplement, je pourrais utiliser le paramètre étoile avant le 10, et ça me compléterait, en fait, non, ça ne marche pas, c'est 0, pardon, avant le 10, et je compléterai avec des zéros non significatifs. Et vous voyez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc mon nombre, il est bien représenté sur 10 caractères, il y a une virgule, il y a 2 nombres après la virgule, et il y a 7 chiffres significatifs avant la virgule. Voilà. Donc là maintenant, je vais enlever mon 0 de nouveau, eh bien je m'aperçois que ma facture, elle est correctement alignée, j'ai bien bossé, et j'ai bien utilisé ma fonction de formatage. On est bon? Je pense qu'au niveau chaîne de caractères, on a fait un sacré tour, on a vu ce que l'on pouvait faire. Il y a plein de fonctions que l'on n'a pas vues parce que il y a des fonctions, par exemple, pour accéder directement à un élément de la chaîne ou les fonctions de slicing, mais ces fonctions-là, je y reviendrai parce qu'elles sont entièrement identiques avec ce qui est fait pour les listes. Donc, c'est pas quelque chose qui est propre aux chaînes de caractères, on en reparlera quand on parlera des listes. Là, j'ai vraiment axé cette vidéo vraiment sur les fonctions qui sont liées aux chaînes de caractères. Nous avons vu énormément de choses en ce qui concerne les manipulations des chaînes de caractères. Nous avons vu que l'objet string qui gère les chaînes de caractères en Python est en fait accompagné de nombreuses méthodes qui permettent, par exemple, de mettre en minuscule, en majuscule, de formater les chaînes, et ainsi de suite. Et donc, eh bien, les chaînes de caractères, c'est peut-être un des premiers éléments que nous apprenons quand nous commençons en Python. Et nous oublions bien vite, en fait, les nombreux arguments que peuvent prendre ces différentes commandes. Nous n'avons vu que certaines des méthodes, et encore, même dans les fonctions de formatage, nous n'avons vu que certains arguments ou certains types de formatage. Ces fonctions sont très complexes, elles peuvent avoir un sacré nombre d'arguments, et en fait, elles peuvent vous montrer en fait qu'il est possible de formater les chaînes de n'importe quelle façon, et de toujours s'adapter en fait à n'importe quelle demande utilisateur. Donc même si ce sont des fonctions très basiques que l'on apprend au départ en programmation, on va s'apercevoir en fait que la complexité qu'elles intègrent, en fait, va nous servir pendant très longtemps dans notre vie de développeur Python. Et il est des fois intéressant de revenir, en fait, sur des fonctions que l'on connaît depuis très longtemps, de regarder la doc, de la passer en revue, et de voir, en fait, s'il n'y a pas des petites méthodes qui nous permettraient de nous simplifier la vie. Tout ça, c'est des choses, en fait, qui vont venir avec l'habitude d'utiliser Python et l'habitude, en fait, de programmer. Donc là, on a fait énormément de choses en ce qui concerne les chaînes de caractères. Il y a encore d'autres choses à voir au niveau des chaînes, mais comme je l'ai dit, ce sont des choses qui sont plutôt liées à l'utilisation de listes ou d'éléments itérables en Python en général. Je pense notamment à l'accès à un élément bien particulier ou alors aux fonctions de slicing. Et toutes ces fonctions-là, elles ne sont pas propres aux chaînes de caractères, elles sont simplement utilisables sur tous les objets itérables Python. Et donc nous allons en parler quand nous allons voir plus en détail les éléments de liste, les sets et ce genre de choses. Mais là déjà, en fait, on a une bonne vision de ce que l'on peut faire en affichage et d'arriver en fait à comprendre qu'on peut avoir une valeur qui est sous un type d'affichage parce que c'est intéressant de l'afficher sous cette forme, mais de le garder sous une autre forme dans le programme parce qu'il y a plus de chiffres significatifs et donc ça permet de faire moins d'arrondis dans mes calculs. Donc c'est une très bonne chose d'utiliser les chaînes formatées pour justement garder ce double affichage. Et donc on va continuer à voir les structures de manipulation de données en Python dans les prochaines vidéos et construire un petit peu toujours notre connaissance ensuite avec les structures de contrôle comme les boucles et les structures conditionnelles. À bientôt!